Bonjour Gérard Casquino. Bonjour Jean-Philippe Denis. Gérard Casquino, vous êtes ancien directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des régions Picardie et PACA et ancien commissaire à la réindustrialisation de la région Rhône-Alpes, c'est-à-dire post-crise 2007. C'est ça. Voilà, quand le président Sarkozy avait nommé des commissaires à la réindustrialisation. Vous avez devant vous l'ouvrage Yves Perrier et François Eval, Quelle économie politique pour la France, ouvrage passionnant qui justifie de lancer un peu un grand débat, et ouvrage dont nous avons débattu ensemble. Vous avez une vision particulière de l'État stratège. Oui. Parce que Perrier et Eval nous disent que l'État doit redevenir stratège. Alors, on comprend très bien comment il était stratège, comment il a perdu la stratégie, parce que c'est la finance qui a pris le pouvoir. L'État était devenu thérapeute. Eux, ils prônent le retour d'un État stratège. Vous nous dites, attention, faire de la stratégie, c'est pas forcément faire du top-down et imposer d'en haut. Faire de la stratégie, c'est créer des conditions, voilà, penser méso et créer des conditions d'émergence de stratégie. C'est ça. L'État stratège, de mon point de vue, c'est un État qui donne le là, en ce sens que, et aujourd'hui c'est d'une actualité totale, on voit bien qu'avec la crise sanitaire, on s'est retrouvé dans une situation où des questions qui étaient d'ordre structurel avaient été perdues de vue. On était dans une vision heureuse de la mondialisation. C'est-à-dire, en gros, on avait tiré parti de la mondialisation qui avait joué jusque-là. Tous, hein, on est tous coupables quelque part de la situation qui a existé. Parce que finalement, une économie low cost et une économie de la diversité, ça faisait tout le monde. Sauf qu'on ne voyait pas la contrepartie de cette mondialisation qui faisait que on avait des chaînes de valeur qui étaient mondialisées, avec des questions d'approvisionnement qui étaient majeures, ouais, mais qu'on ne voyait que sous l'angle des bénéfices qu'on en tirait, puisque on était dans une logique de sourcing où on était dans une approche par le coût de la compétitivité, qui rejoignent une compétitivité des prix, et du coup, on se retrouvait finalement avec tout le monde qui tirait parti de ça, les entreprises, parce que quelque part c'était une manière d'abaisser leurs coûts de production et donc de retrouver à la fois de la compétitivité et derrière de la rentabilité, et puis les particuliers que nous étions tous, parce que quelque part on bénéficiait de ça, et puis l'État a besoin de redevenir stratège, parce que ces questions de finalement souveraineté deviennent majeures. C'est-à-dire que les questions géopolitiques, et c'est pour ça que la préface de Védrine est intéressante dans ce bouquin, elles sont tout aussi lancinantes que les questions d'économie politique que posent Yves Perrier et François Eval. Et comment devient-il stratège, alors, vue de votre expérience? L'État devient stratège en ce sens qu'il a besoin d'être celui qui crée les conditions favorables à l'émergence de projets. Par exemple, au plan territorial, l'idée que les projets pourraient sortir du chapeau de l'État ou pourraient sortir même du chapeau d'élus locaux. Moi, j'ai été maire d'une petite commune, certes. Quand on pense pouvoir réindustrialiser, par exemple, notre pays à coup d'entreprises qu'on ferait revenir pour reprendre des productions qu'on a perdues, je crois qu'on poursuit des chimères, on fait fausse route. En réalité, c'est lorsqu'on travaille sur l'émergence de filières, et le faire, c'est créer du projet dans une vision prospective du territoire. Avec un point qui revient de votre expérience, hein, c'est de dire attention, en Allemagne on a tendance à penser ensemble, coaction, là où en France, vous avez l'expérience de relations un peu plus compliquées dans les filières. Et oui, et je dis ça parce que par exemple, au moment de la crise de 2008, il y avait une filière qui a souffert énormément, l'automobile. Mais bien d'autres qui était l'automobile. Bon. Et dans cette filière, on voit bien les rapports inter-entreprises. L'appellation elle-même, elle suffit à comprendre les choses. On était encore dans des rapports entre donneurs d'ordre et sous-traitants. C'est-à-dire qu'on était dans une logique où finalement, lorsque les donneurs d'ordre se sont rendus compte qu'ils allaient souffrir, ils tordaient un petit peu le cou à leurs sous-traitants en essayant de capter une partie des pertes qu'ils pouvaient avoir par ailleurs, au lieu dans une logique de co-construction et telle que les Allemands avaient pu le construire. C'est-à-dire les Allemands, je prends cette expression, chassaient en meute, et nous, on jouait chacun pour soi. Et donc, à un moment donné, ceux-là souffraient encore plus que les autres, ces fabricants, parce qu'ils prenaient la crise au carré. Dans une chute brutale de la demande, ils se retrouvaient sans rien. Et l'État était tenté pendant un temps, et heureusement qu'il ne l'a pas fait, de dire on sacrifie ces petites entreprises qui n'ont pas une grande importance finalement, puisqu'il n'y avait pas beaucoup d'emplois en jeu. Si, elles avaient une importance totale, parce qu'on ne comprenait pas le fonctionnement du territoire à travers le fonctionnement de filières qui s'exerçaient au sein du territoire. Et donc, si on avait sacrifié ces gens-là, on sacrifiait le territoire tout entier, donc les emplois qui allaient avec. Merci Gérard Casquino. Je vous en prie.
Merci.